Et pour en parler avec nous, on a deux invités. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et Raphaël Liogier, philosophe, sociologue, professeur à Sciences Po à Aix-en-Provence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Avant de vous donner la parole sur ce sujet qui fait déjà beaucoup réagir, je vous le cache pas, sur nos réseaux sociaux, notre premier invité c'est Christian Brocaré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport. Déjà sur ce fameux bracelet bleu, Marilyn en parlait, qui est remis aux voyageurs qui ont leur passe sanitaire. Alors certains élus ont déjà parlé, dénoncé une forme d'infantilisation pour ces voyageurs. Est-ce que c'est un avis que vous partagez, Christian Brocaré ? Non, nous on ne le partage pas parce que c'est juste pour simplifier le voyage et comme ça les usagers n'ont plus besoin de ressortir leur passe sanitaire à l'entrée ou à l'intérieur du train et surtout ça facilite les correspondances parce que quand vous changez de train comme ça, vous n'avez pas besoin de représenter votre passe sanitaire. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer déjà que la SNCF pense l'intégrer dans le dossier voyage de leurs clients. C'est-à-dire qu'en gros, on l'aura en permanence, c'est-à-dire dès qu'on va se connecter sur le site de la SNCF avec son compte, on pourra l'avoir, c'est ça ? Voilà, c'est apparemment vers quoi on va se diriger. Je pense que c'est une bonne mesure de façon à faciliter la vie des gens. Parce que moi, j'ai été étonné de constater qu'il y avait encore des gens lundi matin qui, en arrivant devant leur train, n'avaient pas appréhendé le fait qu'il fallait qu'ils présentent leur passe sanitaire. Alors, on sensibilisait les gens, je veux bien, mais c'est peut-être aussi un moyen d'aider à leur faire prendre conscience de la pandémie. L'idée, vous l'avez dit, c'est de fluidifier le trafic, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de longues files d'attente, notamment, d'aller plus vite. Là-dessus, est-ce que les résultats sont probants depuis lundi sur ce que vous observez ? De toute façon, on n'a pas eu de remontée de la part d'usagers. De toute façon, c'est globalement au grand maximum un quart des trains qui seront contrôlés. Ça représente une facilité pour 400 000 voyageurs. Bon, il faut jamais oublier les 11 000 trains qui circulent tous les jours et 5 millions de Français qui prennent le train tous les jours. Bien sûr, en période de travail et en période normale, c'est les chiffres de 2019. Pas de remontée, ça veut dire que pour l'instant, globalement, les voyageurs acceptent plutôt bien, vous avez l'impression, ce bracelet ? Oui, écoutez, il n'y a pas de souci, on n'a pas de remontée. Et puis après, vous savez, les histoires de flicage, c'est les mêmes personnes qui réagissent sur Twitter ou sur Facebook ou qui ont un smartphone et qui, de toute façon, sont systématiquement tracés par leur opérateur téléphonique. Dernière question, Christian Brocaré, question plus technique. Alors sur ce bracelet, pour l'instant, parce que ça se manifeste par un bracelet bleu quand on a le pass sanitaire pour prendre le train. Globalement, comment ça se fait, comment ça se passe pour que finalement on puisse l'utiliser qu'une fois, que pour un trajet, qu'on puisse pas le réutiliser ensuite. Il est à usage unique, c'est ça ? Vous le savez ou pas ? A priori, il est à usage unique et comme je le disais précédemment, dans le cas des trains longue distance et des TGV, ça risque d'être intégré dans le dossier voyageur puisque systématiquement on fait une réservation. Donc au bout du compte, ça se résoudra assez rapidement. Et puis ce qu'il faut jamais oublier aussi, c'est que il faut lever un doute, c'est que les études ont démontré qu'il n'y a pas eu de cluster dans les transports en commun. Donc, parce que, bien sûr, c'est pas dans les TER que les contrôles seront faits. Donc, il faut rassurer vos auditeurs. Bon, c'est pas dans les transports en commun, que ce soit car, bus ou train qui risquent de subir le Covid. Merci en tout cas, Christian Brocaré, d'avoir été avec nous pour lancer ce débat finalement sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport. Merci à vous, Raphaël Liogier. Vous venez d'entendre le porte-parole de la FNOT. Est-ce que vous partagez son avis ? Est-ce que pour vous, ce bracelet, puisqu'on se concentre pour l'instant sur ce bracelet-là, ce bracelet bleu de la SNCF, est-ce que c'est pas une forme d'infantilisation des voyageurs, nous disait justement le porte-parole de la FNOT à l'instant. Vous partagez cet avis ? Alors, je vais vous étonner. En fait, je partage plutôt cet avis, pour être sincère. Parce que moi, ce qui me paraissait de l'infantilisation, c'était le confinement général.
de la population. En revanche, pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique, je suis tout à fait pour qu'on soit le moins possible en danger. J'étais pour que, justement, on isole au maximum les personnes infectées. Et là, en l'occurrence, c'est une manière d'isoler en fait les personnes infectées pour permettre à l'ensemble de la population d'avoir plus de liberté. Maintenant, il faut distinguer l'aspect symbolique et l'impression subjective qui est faite. Et effectivement, l'idée de porter des bracelets, ça fait référence à un bracelet spécifique qui vous distingue, qui a l'air de vous discriminer. Ça fait référence à des moments traumatiques de l'histoire, et en particulier de l'histoire de France. Et donc, on comprend qu'il y ait cette espèce de sentiment. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une communication sur le sujet. Maintenant, il faut aussi dire que c'est pas une mesure gouvernementale. C'est un choix de la SNCF pour appliquer des mesures qui sont prises de façon plus générale, mais c'est seulement un choix spécifique pour les appliquer, qui ne me semble pas contrevenir là fondamentalement aux libertés publiques, alors qu'il y a d'autres mesures qui me semblent plus embêtantes. Voilà. On va y revenir, mais pour conclure sur ce bracelet bleu de la SNCF, vous avez raison de préciser, c'est bien la SNCF et pas le gouvernement qui l'a décidé. Marie-Christine Verdier-Jouclas, je rappelle que vous êtes députée LRM du Tarn. Selon vous, ce bracelet, est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce que c'était une bonne décision de la part de la SNCF? Écoutez, moi je vais rejoindre mes prédécesseurs, bien sûr, je trouve que c'est du bon sens, et moi-même qui dois prendre le train dans une semaine, j'avais anticipé de partir plus tôt, parce que je me disais ça va être super compliqué pour faire toutes ces vérifications. Donc je trouve que c'est très bien qu'ils aient anticipé, très bien qu'ils aient mis cela en place. Après, par rapport à la notion d'infantilisation, si ça veut dire derrière que je suis comme un enfant et que je me sens protégée, tant mieux, parce que quand même, c'est ce que nous faisons depuis le début, c'est protéger la population. Mais après, par rapport au fait peut-être le traumatisme et la référence à l'histoire de France, monsieur, moi ça me rappelle plutôt quand j'étais petite et qu'on allait au camping où on avait systématiquement un bracelet parce que sinon on ne pouvait pas justifier qu'on appartenait au camping. Samedi, j'étais à la fête des vins de Gaillac chez moi. J'ai eu un bracelet pour pouvoir rentrer sur le site, pas que pour vérification du pass sanitaire, mais pour simplement justifier que j'avais payé mon entrée. Et puis dans tous les festivals et les concerts, on met aussi un bracelet. On a toujours eu une identification à un moment donné pour simplifier la vie et pour des questions uniquement d'organisation. Donc on veut voir le symbole qu'on veut voir, à chacun de voir le symbole qu'il veut voir. Moi personnellement, je salue cette méthode-là parce que ça veut dire efficacité, rapidité et simplification de la vie de tous les citoyennes qui prendront le train dans les jours et les mois à venir. Ça veut dire, Marie-Christine Verdier-Jouclas, que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être finalement, celle qui est soulevée notamment par certains élus? Mais comme beaucoup de polémiques depuis le début, qui n'ont jamais eu lieu finalement d'être, mais aujourd'hui on est quand même dans une configuration où on a une opposition, où on a des personnes qui sont contestataires de façon systématique, il faut le dire. Moi quand je discute avec mes citoyens, beaucoup qui saluent notre action le disent que c'est quand même pénible que chaque fois qu'il y ait quelque chose, il puisse y avoir une opposition stérile. Moi, j'aime l'opposition parce que ça veut dire qu'on a la démocratie et le débat qui vit. Mais quand c'est contesté systématiquement, si on dit blanc, ils disent noir, et si on dit noir, ils disent blanc, ça crée des polémiques qui peuvent inquiéter par contre certaines personnes. Moi, c'est ça où je trouve que c'est pas normal. Parce qu'on a des personnes aujourd'hui qu'il faut rassurer. On a des personnes qu'il faut accompagner. Et c'est notre rôle. Et chaque fois qu'on soulève une polémique complètement stérile et inutile et qui n'a pas lieu d'être, on fait que renforcer l'idée que finalement, on fait n'importe quoi. Et je trouve que c'est dommage parce que le jour où on aura vraiment une alerte, où on aura vraiment quelque chose d'important, où peut-être on se sera raté, on sera passé complètement à côté, il faut tout envisager. Alors finalement, on va croire qui au final? Si chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit systématiquement que ça ne va pas et qu'on va chercher la polémique qui n'existe pas. Il faudrait quand même redevenir un peu raisonnable par rapport à cela et regarder l'objectif de tout ça. L'objectif, c'est quand même de protéger la population et de sortir de cette situation. Vous en avez pas marre, vous ? Pour autant, tout le monde en a marre. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord pour dire que pourvu que le Covid parte le plus tôt possible, ça c'est sûr, qu'on reprenne une vie normale. Là-dessus, on est tous d'accord, c'est sûr. Raphaël Liogier, je faisais référence notamment tout à l'heure à votre tribune dans Libération que vous avez publiée au mois de janvier dernier. Vous parliez notamment de ceci, je cite, la parole publique est de plus en plus infantilisante. Sur quoi vous vous basez pour faire ce constat et en quoi la crise sanitaire, c'est ce que vous expliquez, a accéléré, d'après vous, ce phénomène?
Non, c'est-à-dire qu'on est, mais depuis, c'est pas le fait de ce gouvernement en particulier, de ce président de la République, autre, c'est depuis, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est un peu comme si la démocratie avait perdu moi, ce que j'appelle son fond métaphysique, c'est-à-dire des grandes idées. On parle de chute, de fin des idéologies. Ces idéologies, elles ont été remplacées par des mesures qui peuvent être sécuritaires, c'est-à-dire de sécurisation. Et accompagné de ces mesures de sécurisation, on a vu, je ne donne pas seulement l'exemple d'ailleurs du Covid, je parle du terrorisme, je parle de toute une série de choses. On a une parole publique qui est moralisatrice. Vous voyez, où on dit, comme le disait Madame, il faut prendre ses responsabilités. C'est presque, on dit, il faut être des gentils, il faut être gentil. Et ça, comment dire, je crois que ça étouffe la possibilité du débat public, parce qu'il y a tout de même un certain nombre de problèmes. Là, je donnais le côté positif, parce qu'effectivement, il y a mais il y a un certain nombre de problèmes. Le problème du traçage des données personnelles, avec tout ce système, eh bien ça, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est un débat qui n'est pas fait. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est en situation d'urgence, très bien, on est en situation d'urgence, qu'on doit abandonner on doit abandonner les libertés publiques. La liberté d'aller et venir, elle est intrinsèque à la démocratie. Aujourd'hui, elle est remise en cause directement pour un certain nombre de gens. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas prendre des mesures de sécurité. Je dis qu'il ne faut pas passer à un état sécuritaire qui prendrait prétexte de cette situation pour affermir un pouvoir qui peut devenir autocratique et par ailleurs qui peut ensuite utiliser ces données. Non seulement ces données, elles peuvent être utilisées par l'État, mais c'est pas seulement l'État. Ça peut être utilisé par les compagnies privées qui sous-traitent l'action de l'État. Là, en l'occurrence, c'est la SNCF, c'est pas une compagnie privée, mais enfin, c'est une compagnie qui se comporte dans une certaine mesure comme une compagnie privée. On ne sait pas comment seront gérées, diffusées, etc. ces données. Moi, je crois qu'il y aurait un vrai débat, à avoir là-dessus. Un vrai débat démocratique à lancer. Et je pense que ça serait de nature, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à rassurer les citoyens, parce que en fait, ce type de politique, ce type de discours justement plus... Ça donne l'impression qu'on cache un peu les choses et que du coup... Ouais, c'est ça. C'est exactement, j'allais en venir là, c'est-à-dire que finalement, ça finit par nourrir des théories du complot qu'on cherche à éviter. C'est ça me semble effectivement problématique, mais moi je ne suis pas contre la sécurité. Je suis contre, en revanche, ce qui est sécuritaire. Ce n'est pas exactement pareil. On aura compris. On va faire réagir dans un instant, justement, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn de la majorité. On va la faire réagir justement à ce que vous disiez à l'instant. Effectivement, Raphaël Liogier, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pub dans le Grand Matin été de Sud Radio. Avec vous, bien sûr, vous nous appelez 0826 300 300 avec cette crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an, bientôt un an et demi. Avez-vous l'impression d'être pris pour... Benjamin Glaise, Marie Linéro. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h22. Parlons vrai sur Sud Radio. On continue le débat autour de la question du jour. Avez-vous l'impression d'être pris pour des enfants, oui ou non, avec tous ces mesures sanitaires, ces auto-attestations qu'on remplit depuis plus d'un an, ce bracelet bleu... Qu'on remplissait, alors faut le préciser, qu'on remplissait. On les remplit plus. On les remplit plus actuellement. Ce bracelet bleu que la SNCF a mis en place depuis lundi pour les passagers qui ont le pass sanitaire. Avez-vous donc l'impression d'être pris pour des enfants? Donc on attend toujours vos réactions sur notre compte Twitter Sud Radio et sur le standard au 0826 300 300. Nos invités, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, porte-parole des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale, et Raphaël Liogier, philosophe, sociologue, professeur à Sciences Po Aix-en-Provence. Marie-Christine Verdier-Jouclas, on en parlait à l'instant, juste avant la pub avec Raphaël Liogier, notamment de cette question importante du problème du traçage des données personnelles qui se pose actuellement plus que jamais. Il parlait de l'absence de véritable débat, de transparence à ce niveau-là, et qui pourrait nourrir d'une certaine façon un sentiment de défiance, voire de complotisme. Est-ce que vous partagez cette impression-là? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il y a assez de transparence, en tout cas, et de débat sur un sujet, et pour le coup, qui est très important, aussi important que ça, sur ce traçage des données personnelles? Alors, je ne partage pas du tout cet avis et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de transparence que dans ce mandat et depuis le début de la pandémie. D'ailleurs, preuve année,
c'est que comme à chaque fois qu'on prenait des décisions basées sur des faits scientifiques ou à l'aide du comité des médecins, ou bref, des chercheurs, etc., on a toujours été clair et on a dit les choses. Tant et si bien que si effectivement la situation évoluait et que 3 mois après, on était presque obligé de dire le contraire de ce qu'on avait dit 3 mois avant, eh bien, on le disait aussi en toute transparence. De fait, on nous a beaucoup targué comme quoi, en fait, on ne savait pas où on allait, qu'on changeait souvent d'avis, etc. Alors, mais parfois, vous êtes revenu en arrière. Mais il n'y avait pas la transparence, il n'y avait pas d'excuses, par exemple, sur la question du port du masque. Est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux jouer franc jeu et dire, voilà, on s'est trompé tout simplement. On n'a pas entendu Olivier Véran dire, oui, on s'est trompé sur le port du masque, on assume. Mais par rapport au port du masque, par rapport au nombre de masques, parce que le nombre de masques, on a quand même été très très clair par rapport au stock manquant et au fait que on était tributaire de la Chine. Par rapport au port du masque, alors je ne sais pas si Olivier Véran s'est excusé ou pas, je ne m'en rappelle pas, mais en tout état de cause, on a été clair en disant que les médecins avaient changé d'avis et que les médecins aujourd'hui nous disaient qu'il fallait porter le masque. Mais chaque fois, en fait, finalement, on a eu tellement de transparence que ça nous a valu quand même des tas de tracasseries, alors qu'on aurait pu finalement donner une décision point barre et sans la justifier. Le président de la République est intervenu combien de fois à la télé pour expliquer les situations. Alors, moi, je veux bien que le sentiment qu'on ait de cacher les choses, moi, je ne le ressens pas du tout, mais je veux bien l'entendre. Mais le fait que les gens n'aient plus confiance dans la parole publique, je suis désolée, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi moi, je me suis engagée ? Moi, j'ai 30 ans de boulot, j'ai élevé 3 enfants et j'ai fait de l'associatif, je n'ai jamais fait de politique. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis députée. Pourquoi ? Justement pour redonner confiance dans la parole publique au niveau des citoyens, en leur disant, voyez, moi je suis comme vous, simplement aujourd'hui, vous m'avez élu pour qu'on puisse transformer le pays et bouger, mais je suis comme vous. Et il faut pouvoir faire confiance. Donc, ce problème de défiance ne date pas d'aujourd'hui. Et avec la pandémie, forcément, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir revenir sur cette notion-là. Et après, je conclurai par rapport au traçage des données. Oui. Excusez-moi, mais le débat, on l'a sacrément mis quand même quand il a fallu mettre l'application tous anti-Covid. Je peux vous dire que le débat, on l'a eu à l'Assemblée nationale, on l'a eu à l'extérieur, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, donc je ne peux pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas vraies, que les données n'appartiennent pas au gouvernement, qu'elles ne sont pas directement, elles ne sont pas stockées. C'est vraiment complètement à part, complètement transparent. L'algorithme, je ne sais plus exactement quel est le terme, est donné en permanence sur Internet et tout le monde peut avoir accès. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, les restaurateurs, ils sont très embêtés parce qu'ils sont obligés de faire à la fois le QR code pour tracer les gens qui sont dans la salle à restaurant et en même temps la vérification du pass sanitaire parce qu'il n'y a pas de connexion entre les deux. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de traçage de données, qu'il n'y a pas de stockage de données. Et le débat, on l'a eu. Alors, est-ce qu'il faut en avoir un autre plus grand ? Est-ce qu'il faut reparler de ça pour rassurer les citoyens ? Moi, tout ce qui permet de rassurer les citoyens, je suis d'accord et je suis pour. Donc moi, le débat ne me fait pas peur, mais je suis quand même assez tranquille de ce côté-là. Et vous êtes là justement pour le prouver, justement, Marie-Christine Verdier-Jouclas, et je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de débattre avec nous. Raphaël Liogier, pour réagir tout de suite à ce qui vient d'être dit, sur la question de la confiance, par exemple, aux politiques, notamment de la responsabilité. Quand Emmanuel Macron appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous, et que dans le même temps, eh bien, il y a la sanction. Voilà, il y a la sanction qui peut tomber, on accroît les contrôles de force de l'ordre, les amendes aussi, Marilyn le disait en début de débat, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour l'utilisation d'un pass frauduleux ou pour l'absence de pass sanitaire à partir de 4 fois dans le mois, quand même, il faut le préciser. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre, voilà, il y a d'un côté, on vous demande de nous faire confiance et pas vice-versa. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un problème là-dessus sur de responsabilité et de confiance ? C'est clairement une politique qui s'oriente vers une politique, ce qu'on pourrait appeler une politique de carotte et de bâton. D'un côté, la carotte, c'est la possibilité d'aller au spectacle, de faire ceci, de faire cela, et puis de l'autre côté, le bâton, effectivement, c'est la punition au sens direct du terme. Mais j'aimerais quand même revenir, puisque vous me disiez de réagir sur ce que dit votre invité, sur une chose. Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est députée de la majorité du Tarn. Exactement. Quand effectivement, le gouvernement a souvent changé de politique, mais en même temps, changé en faisant des choses qui ont été un peu parfois contradictoires, soi-disant parce que c'était les médecins. Mais d'abord, je tiens à dire que les médecins, ça ne veut rien dire.
Il y a une multitude de débats dans le milieu médical aujourd'hui, y compris dans les revues scientifiques. On l'a vu d'ailleurs avec un certain nombre de scandales dans les revues scientifiques. Donc, bon, normal que les gens on le voit encore là sur la 3e dose où ça fait débat. On peut lire la presse ce matin. Effectivement, Exactement. plusieurs médecins ont des avis différents. Ouais. Donc, s'appuyer sur les scientifiques, les médecins, etc., pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement rassurant. On n'a pas, à amputer la démocratie d'un vrai débat au-delà de ce que disent les médecins en tant que tels. Par ailleurs, il y a une deuxième chose, c'est que d'un côté, effectivement, on a des changements, je suis désolé, on a des changements, effectivement, de politique, on a le droit de changer de politique, mais en même temps, et vous l'avez un peu dit indirectement, mais en même temps, vous avez le président de la République, par exemple, qui, chaque fois qu'il fait une intervention, vous explique que ce qu'on a fait, c'est ce qu'il y avait de mieux, c'est que de toute façon, on est les meilleurs, on n'aurait pas pu faire mieux que ça, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, par exemple, le fait de faire un confinement général, je pense que ça aurait pu être évité par des mesures, ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire par des tests systématiques et l'isolation des gens qui sont testés, etc. C'est ma position. En attendant, j'ai pas dit qu'on pouvait pas avoir d'autres positions. Je dis seulement que aujourd'hui, on a la même chose avec le tout vaccin. Comme si le vaccin, c'était, et qu'on allait distinguer d'un côté les gens qui sont vaccinés, les gens qui ne sont pas vaccinés, et comme si on bâillonnait en quelque sorte la voix de ceux qui veulent exprimer leurs critiques. La politique gouvernementale prend ses responsabilités, mais on ne doit pas pour autant bâillonner la critique, et justement avec un discours moralisateur, et plus que moralisateur, c'est-à-dire culpabilisateur, disons, les gens qui expriment des remarques très critiques sur le sujet sont devenus des dangers publics, des gens qu'il faudrait exclure, des mauvais etc. citoyens, oui. Exactement, et on sent quand même ça très clairement dans le débat public. Et je dis, ce n'est pas bon. Justement, je pense que ça nourrit la défiance vis-à-vis du vaccin. Parce que c'est pas vrai que le vaccin, c'est tout, etc. On sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de problèmes, qu'il y a énormément de questions qui se posent, qu'il y a des flottements, y compris chez les scientifiques, entre guillemets. Donc moi, je ne crois pas alors, on me dit, il y a transparence. Non, je ne crois pas qu'il y ait transparence de ce côté-là. Parce que, dans un sens, le fait d'empêcher le débat, que ça ne sur les vaccins, pas. on a la chance quand même, il faut le dire, on a la chance d'avoir quand même, et je le dis en tant que journaliste, on a la chance d'avoir des données qui sont publiées, notamment par Santé publique France, par l'État, et c'est important de le noter. Ça, donc on peut avoir accès, nous tous, en tant que citoyens, à ces données-là, sur les hospitalisations, sur les réanimations, sur la vaccination aussi, les signalements. On est au courant des signalements qu'il y a. Donc il y a quand même on va dire, il y a quand même une transparence à ce niveau-là. Oui. Philippe, Raphaël Liogier. Oui, non, mais il y a une transparence. Non, mais indéniablement, il y a une transparence à ce niveau-là. Moi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je ne vais pas dans un sens général. Je dis seulement qu'il y a une façon aujourd'hui de s'exprimer, de distinguer ceux qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés, exactement dans le discours. Par ailleurs, justement, alors là, j'irai dans le sens très rapidement, justement du gouvernement. Par ailleurs, je crois qu'il y a dans une certaine partie, effectivement, du débat absolument anti-vaccin. Pas, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un débat sur la nature du vaccin, mais absolument anti-vaccin chez certains, de façon un peu idéologique, il y a quelque chose, du débat de pays riches. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a énormément de pays dans le monde qui n'ont pas de quoi se payer ce vaccin avec des gens qui meurent massivement. Donc ça, il faudrait aussi qu'on le réalise. Oui, mais pour ça, il faudrait qu'il y ait un vrai débat ouvert, justement, qu'il n'y ait pas une sorte de fermeture. Eh bien, vous restez avec nous, justement, Raphaël Liogier et puis Marie-Christine Verdier-Jouclas. On vous fera réagir, justement, je rappelle, député du Tarn, porte-parole des députés La République En Marche à l'Assemblée nationale, notamment sur cette question du discours culpabilisateur ou pas. REM et Raphaël Liogier, philosophe, sociologue, professeur à Sciences Po Aix-en-Provence. Et Marie-Christine Verdier-Jouclas, Raphaël Liogier vous a un peu interpellé juste avant la pub sur cette question du discours des politiques, du discours d'Emmanuel Macron, du discours de ce gouvernement, notamment sur ce discours culpabilisateur. C'était son terme, avec d'un côté, il y aurait les bons et les mauvais citoyens. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi ou pas sur ce discours-là? Est-ce que vous l'entendez, en tout cas, cet argument ou cette critique de Raphaël Liogier? Mais bien sûr que je l'entends. Simplement, vous avez d'un côté des citoyens qui ont fait le choix de se faire vacciner pour se protéger et pour se sortir de cette situation, et de l'autre côté des citoyens qui ne veulent pas. Le président a été très clair, il a dit qu'il n'y avait pas de liberté individuelle dans le cas que nous vivons aujourd'hui, c'est une liberté collective. Donc, moi, si je ne me fais pas vacciner, je mets forcément en danger
les autres personnes. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est culpabilisant, on peut dire qu'il y a les bons élèves, les mauvais élèves. La réalité, c'est quoi? C'est que quand on a plus de 100 000 décès, quand aujourd'hui, moi, dans mon département, à l'hôpital d'Albi, le service de réanimation est complet, on ne peut pas accepter quelqu'un d'autre, et que toutes les personnes qui sont en réanimation, ce sont des personnes qui sont non vaccinées, et je crois que le rôle de l'exécutif, du gouvernement et de la majorité à laquelle j'appartiens, c'est de faire en sorte d'inciter le plus possible à ce que les gens aillent se faire vacciner. Et oui, c'est peut-être la carotte et le bâton, mais qu'est-ce qu'on a? Mais alors à ce moment-là, pourquoi on dit pas simplement? Alors pourquoi on dit pas tout simplement, bah voilà, on assume à ce moment-là, on dit bah vaccination obligatoire. Parce que là, si je vous entends, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand même, depuis le début, chaque fois qu'on essaye de prendre une décision oui, on va vous faire réagir, Raphaël Lieuget. Juste, on termine d'écouter Marie-Christine Verdier-Jouclas. Allez-y. De suite, vous avez des personnes qui parlent de liberticide systématiquement. Et aujourd'hui, de toute façon, je pense sincèrement que si on mettait une vaccination obligatoire, on l'a fait pour les soignants et le Conseil constitutionnel nous l'a validé, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on aurait une validation du Conseil constitutionnel. Donc la question n'est pas là. Mais quand j'entends M. Lieuget dire qu'on a dit chaque fois qu'on était les meilleurs et qu'on avait pris les bonnes décisions, faux. On a chaque fois dit qu'on avait pris la décision la moins pire par rapport à toutes celles qu'on nous proposait. On entend souvent, alors, du côté d'Olivier Véran ou du côté d'Emmanuel Macron, que la France est en avance sur la vaccination, sur la campagne de vaccination. Parce que c'était mon deuxième point. On nous a tellement critiqué comme quoi qu'on était en retard qu'à partir du moment où on est en avance, excusez-nous de dire qu'on est en avance. Mais aujourd'hui, de toute façon, par rapport à cette notion de décision, on a pris les décisions. Et oui, monsieur, on écoute les médecins et les chercheurs parce qu'on ne l'est pas. Après, c'est l'exécutif qui prend la décision et c'est sa responsabilité. Mais par rapport au confinement, parce que vous avez dit quand même beaucoup de choses, mais à ce moment-là, s'il ne fallait pas confiner, je suis tranquille parce que tous les pays ont confiné, donc c'est qu'on s'est tous plantés et qu'à ce moment-là, il fallait que tous on revoie la copie. Je vous rappelle que la pandémie, elle est internationale et qu'elle n'est pas que française. Et aujourd'hui, oui, la sortie, c'est le vaccin. On n'a pas de traitement. On n'a rien d'autre qui permet aujourd'hui de sortir de cette situation. Moi, quand je discute avec les commerçants et les restaurants, et pas plus tard qu'hier dans ma circonscription, ils me disent, il y en a quelqu'un qui m'a dit, j'espère que tout ce qu'on fait là ne va pas, qu'on ne va pas être reconfiné, qu'on ne va pas remettre des restrictions et qu'on ne va pas refermer. Et moi, je lui réponds quoi? J'ai dit, je ne peux pas le dire parce que je ne suis incapable de savoir comment la situation va évoluer. Mais la décision qu'on a prise avec le pass sanitaire et que j'ai voté, et qu'on a voté tard dans la nuit, c'est pour éviter ça. Et je le souhaite, parce que quand vous êtes restaurateur, vous avez été fermé pendant 9 mois, même si vous avez tenu le coup avec les aides et que vous êtes là aujourd'hui, vous avez envie de bosser. On ne veut pas refermer. Alors juste sur la question des traitements, ça avance aussi petit à petit sur cette question des traitements sur le Covid. On aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir sur Sud Radio un autre jour, justement sur cette question-là, parce que c'est une question aussi très importante et qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Pour conclure, Raphaël Lieuget, avant de prendre très rapidement, on a un auditeur qui nous a appelé, donc essayez de faire assez court pour qu'on puisse justement aussi avoir le temps de l'entendre. Alors juste dire une chose. La Corée du Sud n'a pas confiné. Et elle s'en est quand même sortie plutôt bien. Ah non, mais vous me dites tout le monde a confiné. Non, mais vous dites tout le monde a confiné, c'est faux. C'est juste faux. C'est juste faux. Mais je suis désolé. Bon, premièrement, on ne va pas discuter, faire de la discussion. Bon, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. C'est pas une question d'accord. Non, c'est pas une question d'accord. Que la Terre est carrée, elle est ronde. Tout le monde a confiné, tout le monde n'a pas confiné. Est-ce que la Corée du Sud s'en est aussi bien sortie que la France? Plutôt oui, plutôt mieux. Deuxième point, en ce qui concerne, je suis d'accord avec cette idée de vaccin obligatoire. Effectivement, on pourrait rajouter comme la polio, comme je ne sais quoi. Et effectivement, il y a un problème avec ce gouvernement, c'est que c'est cette idée de faire semblant, faire comme si on ne faisait pas ce qu'on est en train de faire. Oui, on est en train de rendre obligatoire un vaccin. Ben oui, il faut assumer. Moi, je suis pour assumer, parce que quand on assume, eh bien, ensuite, on ne cible pas, on discrimine moins et on donne moins prise aux théories du complot. Il y a un vrai débat, oui, à partir du moment où on assume. Et alors très rapidement, parce qu'on va donner quand même la parole à nos auditeurs. Vous auriez trouvé quelque chose qui allait forcément contre le vaccin obligatoire. De toute façon, aujourd'hui, les décisions, il faut les prendre. Allez, s'il vous plaît, on va écouter justement. On a Hakim, je crois, qui nous appelle au 0826 300 300, qui est avec nous. Oui, bonjour Hakim. De Vaujour, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Hakim. Bonjour. Bon, vous avez vu, c'est animé le débat. Ouais, non, mais vous savez, on a l'habitude avec les gens de la République d'Emmanuel Macron, ils n'écoutent personne, ils s'écoutent tout seuls, ils ont toujours raison. On était tellement bêtes qu'on ne savait pas mettre les masques au départ.
Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Emmanuel Macron, c'est Dieu, ok, très bien. Mais moi, ce que je vois, c'est un gouvernement de godillots qui vote tous les doigts sur la couture du pantalon. Non, j'en sais rien. Bref, peu importe. Et cette personne-là qui voudrait bien parler toute seule, elle est exactement... Alors, au moins, on respecte. Elle a accepté de débattre avec nous et elle va vous répondre. Si c'est irrespectueux, tant pis. Moi, je suis désolé, depuis qu'il est là, ce gamin-là, Emmanuel Macron, depuis qu'il est là, il ne respecte personne, il insulte les gens. Il y a des mauvais Français, des bons Français. Si t'es vacciné, t'es tout gentil, c'est très bien. Si t'es pas vacciné, t'es un vilain méchant et on va t'enfermer. Qui vous êtes pour parler aux gens comme ça? Vous êtes qui? Eh bien justement, alors merci Hakim, et on vous a entendu en tout cas sur Sud Radio, vous avez entendu Marie-Christine Verdier-Jouclas, l'indignation d'Hakim vis-à-vis notamment du discours qu'il entend d'Emmanuel Macron, du président de la République. Est-ce que vous entendez cette indignation? Est-ce que vous la comprenez aussi là-dessus? Mais je l'entends, mais j'aimerais bien savoir pourquoi il est indigné. Il est indigné pourquoi? Parce qu'on dit qu'il faut se faire vacciner, qu'il ne veut pas se faire vacciner, qu'il argumente, qu'il explique pourquoi. Parce que s'indigner pour s'indigner, moi c'est ce que je reproche aujourd'hui. Vous avez des gens, d'ailleurs dans ces propos très irrespectueux, vous voyez bien que de toute façon la problématique, c'est pas qu'on dise de faire quelque chose ou pas. La problématique, c'est que c'est Emmanuel Macron et c'est les députés de La République En Marche qui disent de le faire. Et aujourd'hui, dans la population qui est anti-vax, qu'on va appeler comme ça, vous avez à peu près un tiers de cette population-là qui, de toute façon, est contre systématiquement parce que c'est le président de la République et parce que c'est les députés de La République En Marche. Moi, j'ai des collègues qui ont été menacés de mort quand même, par 3 fois, parce que nous avons voté le pass sanitaire. Donc ça, c'est un état de fait. Mais pourquoi c'est un état de fait? Moi, je vais aller plus loin. Parce que quand même, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, nous sommes peut-être le seul gouvernement aujourd'hui qui avons eu le courage, de toute façon, de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Je parle hors pandémie. Nous avons transformé le pays, nous avons fait des réformes profondes. Nous n'avons pas fini, loin de là, parce que justement, il y a eu la crise. On peut parler de l'écologie, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites, ça quand même. On peut le reprendre, le programme. Sans problème. Alors, sans problème, et si vous voulez, vous me réinvitez à une. On le fera. Avec plaisir. Et en pointe. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, Marie-Christine Verdier-Jouclas, on le rappelle, députée du Tarn, porte-parole des députés de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Merci en tout cas d'avoir accepté de débattre avec nous. Et puis avec Raphaël Liogier qui est avec nous aussi. Merci également à vous, philosophe, sociologue, professeur à Sciences Po, Aix-en-Provence. C'est vrai que ça passe toujours trop vite, ça débat. On aimerait prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé. Et puis merci à Hakim qui a régi avec nous. On était aussi avec le porte-parole un peu plus tôt de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.